Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, est la directrice générale d'Oxfam France. Et ancienne ministre, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Cécile Duflot. Bonjour Sonia Mabrouk. Et justement, ma première question s'adresse à l'ancienne ministre sur le feuilleton des retraites. Hier, énième et dernière motion de censure rejetée à l'Assemblée nationale. Tous les recours ont été épuisés. Cécile Duflot, alors en quoi ce serait un déni de démocratie comme le dénoncent certains ? Tout le monde a compris en fait. Quand vous avez une réforme qui touche autant de gens, de façon aussi brutale, parce que les premières années de retraite, c'est les meilleures, les dernières années de travail, c'est les plus difficiles. Donc là, on voit bien qu'on touche, et en particulier ceux qui auraient pu partir plus tôt à la retraite. Et qu'on sait qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter en faveur de cette disposition. Par quel bout qu'on prenne le problème, ça pose quand même gravement question. Parce que surtout, il y a une majorité qui est diverse. À l'Assemblée, il y a plein de groupes différents et il n'y avait pas de majorité. Il y avait clairement pas assez de... Là, vous parlez d'un problème politique, mais est-ce qu'il est démocratique ? Vous dites gravement la question, oui, c'est-à-dire... il est démocratique parce que en fait, c'est à l'Assemblée qu'on vote les lois. C'est ça, dans la compétence législative, elle est à l'Assemblée. Il faut donc une majorité. Motion de censure rejetée. Oui, donc techniquement, effectivement, elle a été régulièrement adoptée. Mais quand on utilise des artifices de procédure, parce que c'est ça qui a été fait, c'est pas la même chose que quand vous avez un vote. Si cette loi avait été votée par les parlementaires, on aurait dit, voilà, on n'est pas d'accord. Ça va laisser des traces selon vous, Cécile Duflot ? Oui, je pense que ça laisse des traces et ça laisse aussi une question plus profonde qui est de dire quel est le poids relatif de l'Assemblée nationale et du président. On est théoriquement dans un régime où, je le dis, c'est l'Assemblée qui vote les lois. Aujourd'hui, on sait que ça se discute dans le cabinet, voire dans le bureau du président de la République. Et ça, c'est friable parce que, quelles que soient les qualités d'un homme, si c'est lui qui décide de tout du soir et matin, au final, ça se passe pas bien. Parce que l'Assemblée, c'est quand même un rôle de régulation. Parce que vous avez des députés qui viennent de partout en France et que du coup, ça ressemble un peu plus au pays qu'un homme tout seul dans son bureau. Pour autant, est-on sorti du cadre, comme on l'entend, démocratique ? Mais je le dis, on abîme la démocratie quand on fait ça. Mais qui ont ? Ceux qui ont décidé de se dire, voilà, on va imposer de force cette loi en utilisant des artifices juridiques qui existent, effectivement, c'est régulier, sinon la décision aurait été censurée par le Conseil constitutionnel. Et donc on respecte la Constitution, mais il y a la lettre et il y a l'esprit du fonctionnement d'une démocratie. Et est-ce démocratique, Cécile Duflot, de venir, c'est ce qui s'est passé, saccager l'outil de travail de maraîchers, de paysans ? Alors, ils revendiquent la désobéissance civile, ils se présentent comme des activistes écologistes. Dimanche matin, à l'appel du collectif Les Soulèvements de la Terre, près de Nantes, des individus ont saccagé des serres, piétiné des salades, détruit des tuyaux d'irrigation. Est-ce que d'abord vous condamnez de tels actes ? Moi, ça me rend triste. En fait, ça me rend triste parce que je sais, j'ai lu, j'ai essayé de comprendre en fait. Et j'ai bien vu qu'il y avait une opposition entre des maraîchers, ceux dont les serres ont été détruites, et puis d'autres maraîchers qui cultivent là depuis longtemps et qui ont le sentiment que les premiers captent une partie de la ressource en eau et de la ressource en sable. Mais c'est effectivement pas une solution de se dire que ça ne passe que par la destruction ou par les accusations mutuelles. Moi, ça me rend triste, mais je suis une écologiste qui sait qu'un certain nombre de nos ressources, et notamment notre ressource en eau, va devenir de plus en plus rare. Ça, c'est important sur le fond, mais sur la méthode. Vous êtes en train de nous dire ce matin que ce sont des gentils maraîchers qui sont venus ainsi saccager un outil de travail. Je ne dis pas qui est gentil et qui est méchant. Ça, c'est dans les histoires pour enfants. Il n'y a pas des militants d'extrême gauche, des zadistes ? Que sur des conflits, des combats, il y a des gens qui ont différents agendas qui se regroupent. Oui, ça existe. Simplement, ce qui est certain, c'est que ceux qui ont initié une action, c'est des maraîchers locaux. Donc, c'est pas une espèce de truc téléporté de je ne sais où. C'est le collectif Les Soulèvements de la Terre. Mais je vous le dis, est-ce que ça me rend contente que ça arrive ? Non, ça me rend pas contente. De toute façon, aucun de ces conflits liés à la ressource, que ce soit lié à l'eau, que ce soit et par ailleurs, profondément, je suis quelqu'un qui croit en l'action non violente. Voilà. Donc, on peut avoir des accords. Il y a des gens qui pensent que c'est trop tard et qu'il faut faire autrement. Je les entends, mais je partage pas cet avis. Mais sur le fond, alors expliquez-nous, en quoi arracher, c'est ce qui s'est passé, un muguet bio, en quoi détruire des serres expérimentales en sol vivant, en quoi piétiner des cultures sans pesticides, en quoi ce serait lutter contre le réchauffement climatique ? Alors, la question, en fait, c'est pas l'action qui lutte contre le réchauffement climatique. Et à ce stade, je vous dis, moi, je considère que la non-violence ou la désobéissance civile non violente est plus efficace. C'est ma conviction, et c'est ma conviction de longue date, et qui s'est éprouvée aussi par l'expérience. Mais j'essaye quand même, parce que je me laisse
questionner par ce que font les uns et les autres. Je ne pense pas que j'ai la science infuse et que je sais mieux que tout le monde. Et je constate que certains disent la situation est trop tendue et trop difficile, il faut passer à des méthodes d'action plus brutales. Je ne pense pas que ça va nous aider. Vraiment, je ne le pense pas. Mais se poser la question de savoir... entendu aujourd'hui. On a l'impression que ces actions violentes ont totalement dépassé le cadre que vous mettez en avant ce matin. Qu'il y ait une rage de la part de certains écologistes. Je suis devant vous là, il y a 20 ans, vos studios n'étaient pas ici, mais je disais la même chose au micro d'Europe 1. Et tout le monde rigolait et les écologistes étaient méprisés. Si on avait écouté les alertes des scientifiques, des climatologues il y a 20 ans, on ne serait pas dans cette situation. Et les moments de tension autour de la ressource, que ce soit la ressource en eau, que ce soit la ressource simplement en espace de vie habitable pour l'espèce humaine, vont devenir de plus en plus importants. Ça, c'est une réalité. Mais donc, j'entends. Mais ça doit nous pousser à l'action. Quelle est la comparaison entre ce matin, face à moi dans ce studio, Cécile Duflot, et un militant, un activiste du collectif Les Soulèvements de la Terre qui vient piétiner l'outil de travail d'un maraîcher, d'un paysan? Vous voyez une filiation? Je suis obligée d'entendre que leur motivation, on peut entendre la motivation et dire qu'on n'est pas en phase avec les méthodes d'action, mais c'est pas nouveau. Vous savez, il y a des tas de choses. Je fais toujours attention parce que la question de rester dans la loi, c'est toujours compliqué. Vous savez ce qui s'est passé à Sivins, les militants qui ont voulu empêcher la construction de ce barrage. À l'époque où ils étaient sur place, on pouvait considérer qu'ils désobéissaient, qu'ils ne respectaient pas la loi. Depuis ce barrage, toutes les dispositions légales ont été toutes invalidées par la loi. Donc, c'est ce barrage-là qui était illégal. Donc, c'est pour poser la question du cadre légal. Mais jusqu'où on va ? Est-ce que au nom de la désobéissance civile, jusqu'où faut-il aller ? Au nom, certains disent, du bien pour la planète, jusqu'où faut-il aller ? Dans ce cas-là, tout est permis. C'est une question, mais vous inviterez ceux qui pensent que ce mode d'action est bon à le défendre. Je ne sais pas s'ils veulent parler aussi facilement à un micro. Mais je dis quand même que la question de qui a besoin de l'eau, qu'à un moment, on aura à choisir entre est-ce qu'on abreuve les bêtes d'un éleveur ou est-ce qu'on irrigue des cultures très irriguées. C'est cette question qui va se poser. Mais quand on détruit des salades qu'on va devoir importer demain de l'extérieur, où est la logique ? Oui, mais je le redis, vous n'allez pas réussir à me faire dire autre chose que ce que je vous dis, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincue de la méthode d'action, mais que je n'oublie pas néanmoins que derrière, il y a un sujet qui est un sujet crucial. Et je le dis, quand ce sont des maraîchers et d'autres maraîchers, je dis qu'il faut absolument essayer de poser les choses et qu'en revanche, la responsabilité de la puissance publique, la responsabilité justement dans un cadre démocratique, c'est d'anticiper et de gérer ces difficultés. Et de punir quand il y a quand même des dégâts qui relèvent jusqu'à des milliers, des dizaines, de centaines d'euros. Pour le coup, je pense que la justice a été saisie. Mais Gérald Darmanin qui parle de dissolution de ce collectif. Vous y croyez ? On peut dissoudre un collectif et, j'allais dire, faire disparaître une action ? Ils l'ont dit eux-mêmes. D'abord, il n'y a pas d'organisation constituée. Ensuite, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Donc, c'est du brassage d'air. Mais ça, c'est pas nouveau. Alors, est-ce qu'il s'agit de lutter contre le réchauffement ou contre le capitalisme ? Et je voudrais qu'on en parle, Cécile Duflot, parce que justement, l'économiste Pisani-Ferry, qui avait inspiré Emmanuel Macron en 2017, a proposé un impôt exceptionnel, temporaire, sur le patrimoine financier des plus aisés pour financer justement la transition écologique, une sorte d'ISF vert. Vous avez vu que la porte a été tout de suite fermée par l'exécutif qui a dit, mais enfin, si à chaque problème, à chaque défi, il y a une taxe, on ne s'en sort plus. En quoi ? Alors, moi, je trouve que ce rapport, en fait, je pense que 2022-2023, c'est un moment de tournant en France sur les questions écologiques. D'abord parce qu'on a vécu en Gironde le premier méga-feu de l'histoire de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ce n'était pas un accident, et c'était douloureux, et ça risque de continuer à l'être. Mais ensuite, parce que ce n'est pas seulement Pisani-Ferry et Mahfouz qui ont signé ce rapport, mais l'ensemble des gens qui ont travaillé, qui viennent de tous les ministères, qui ont travaillé très sérieusement sur le dossier et qui ont d'abord dit ça va coûter plus de 60 milliards d'euros par an. Donc on peut dire ah oui mais on n'a pas les moyens. J'ai entendu dire ça. C'est très bien, si on ne fait pas ça, ça coûtera beaucoup plus cher. En fait, le choix qu'on a aujourd'hui, c'est d'investir ces 60 milliards ou c'est de subir et ça coûtera plus cher. Ensuite, la question c'est de savoir où est-ce qu'on va chercher les ressources et leurs deux pistes, c'est effectivement qu'il y ait une taxe et une fiscalité exceptionnelle. Et la deuxième piste, c'est de pouvoir travailler sur l'endettement en disant on doit absolument investir parce que sinon ça nous coûtera plus cher. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, quand les gens travaillent sérieusement sur ces sujets, on est en 2023, on est obligé d'affronter la question de la crise écologique. Obligé, et avec intelligence. Et c'est pas parce que le gouvernement dit ça n'existe pas que ça ne va pas nous arriver. La transition écologique est par essence inégalitaire. Les riches émettent plus de carbone que les pauvres. En réalité, ils se sont plus enrichis et donc, ils ont les moyens de contribuer. Donc pour vous, tout
Tout est logique. Et notamment, il y a un certain nombre de hyper riches, je le dis, et je le dis avec tranquillité, même si on leur prend cet argent par taxation, ils vont toujours être hyper riches. C'est intéressant votre c'est pas la lexique, révolution. prendre l'argent. Ben bien sûr, parce que C'est quand une vous forme taxez... de confiscation. Mais c'est pas une forme de confiscation, ça s'appelle un impôt. Moi, je paye l'impôt sur le revenu, on me prélève de l'argent chaque mois sur mon salaire, et c'est très bien. Parce que quand j'avais 20 ans, mon fils allait à la crèche. C'était hier. Ouais, j'avais pas d'argent. Et je payais très très peu pour que mon fils aille à la crèche, ce qui m'a permis de continuer à travailler. C'est ça aussi. Et vous savez à quoi ont servi les impôts? À faire en sorte que tous les gens qui sont malades ou qui ont souffert pendant le Covid, ils ont pu être soignés. Et en fait, c'est un modèle de société qui est très intéressant, parce que si on dit l'autre alternative, c'est les assureurs, on voit bien que d'ailleurs, les assureurs, ils sont aujourd'hui le nez sur le dérèglement climatique, et les deux plus grandes compagnies d'assurance aux États-Unis ont décidé d'arrêter d'assurer les habitations en Californie, dans toute la Californie. Et les assureurs, là, sont en situation d'alerte en disant on va pouvoir ne plus travailler. Et quand les assureurs n'assurent plus, en fait, ni le pays ni l'économie ne fonctionnent. On va continuer à parler des inégalités salariales, parce qu'à ce sujet, l'ONG Oxfam que vous dirigez, Cécile Duflot, propose que le salaire maximum en France soit bloqué à 40 000 euros par mois. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas 40 000 euros par mois? Nous, ce qu'on propose, c'est très clair, c'est qu'il y a un salaire maximum, des revenus maximum, qui a un écart de 1 entre le salaire médian et 20. C'est-à-dire que si le salaire médian, c'est 2 000 euros, ce qui est le salaire médian en France, ça fait 40 000 euros. Clair. Je ne sais pas quel est le salaire médian à Europe 1, mais si le salaire médian à Europe 1, il est de 3 000 euros, le plafond va être plus élevé. Et le salaire médian à Oxfam, à peu près? Chez nous, l'écart entre le moins payé et le plus payé, c'est 3,4. Je ne vous demanderai pas si vous êtes le plus ou le moins, mais est-ce que... c'est moi qui suis la plus payée, je gagne donc 3,4 fois plus que la personne qui gagne le moins. Mais dites-moi, en quoi plafonner par exemple les salaires, le vôtre ou celui du patron d'Europe 1, va faire augmenter tous nos salaires à nous? Ce qui est très intéressant, c'est qu'en ne le faisant pas, c'est ça qui s'est passé. Et c'est ce que nous avons montré dans un rapport qui a été publié il y a quelques semaines. C'est que dans les 100 plus grandes entreprises françaises, l'écart entre le salaire moyen et le salaire le plus élevé a énormément augmenté. Vous savez, il est passé, en gros, on va dire les choses, dans les années 80 de 50, et les grands patrons, ils étaient pas mal payés dans les années 80, à aujourd'hui, dans certaines entreprises, un écart qui peut aller jusqu'à 3 000, mais qui est souvent de 500. Oui, mais en quoi plafonner le salaire de l'autre va faire augmenter le mien? Alors pourquoi, ce qui est intéressant, c'est pourquoi les salaires des patrons ont autant augmenté? Pour une raison. Vous ne me répondez pas. Si, parce qu'il y a une sorte de pacte tacite avec les actionnaires pour qu'ils soient très augmentés, les dirigeants, et qu'en même temps, la distribution de dividendes augmente énormément. Et ça a empêché, effectivement, que l'ensemble des salaires augmentent. D'ailleurs, pour le coup, vous pouvez écouter Bruno Le Maire, comme ça, il le dit, et il appelle les entreprises à dire il faut plus augmenter les salaires. Donc c'est cette espèce de pacte actionnaire-dirigeant qu'on veut remettre en cause en disant il faut mettre plus de justice dans la répartition de la richesse créée par les entreprises. Et Cécile Duflot, vous dites patrons, et ce sont des chefs d'entreprise qui créent des emplois. On vous entend peu le rappeler, mais peut-être que vous allez y venir ce matin sur Europe 1. Et certains pourraient vous dire, mais nous on a créé des centaines, voire des milliers d'emplois. Et Cécile Duflot, combien d'emplois, combien de divisions ce matin? D'abord, la question, c'est qu'ils ont créé des emplois, mais c'est parce que les gens travaillent qu'ils s'enrichissent. C'est ça qui est rigolo. Mais ils ont créé des emplois. Ce sont des chefs d'entreprise créateurs d'emplois. Mais ils ont créé des emplois pourquoi? Parce qu'ils en avaient besoin. Ils ont besoin qu'il y ait des gens qui travaillent dans leurs usines, ils ont besoin qu'il y ait des gens qui travaillent dans leurs entreprises. Si vous avez créé une entreprise de charpente et que vous n'avez pas de charpentier, vous n'allez pas vraiment développer votre activité. Mais ils en créent, c'est de la richesse aussi. Je le dis, ils ont besoin de ces emplois. Les salariés, d'ailleurs on le voit bien avec les difficultés de recrutement, les salariés c'est une richesse. Et est-ce que à Oxfam il y a 50 personnes qui travaillent? Sans ces 50 personnes, l'activité d'Oxfam ne serait pas la même. Voilà, et c'est une évidence. Donc je pense qu'il y a aussi un truc inverse, que c'est comme si c'était l'aumône de créer des emplois. Mais je vous le dis, une entreprise de charpente sans charpentier, c'est pas une entreprise de charpente. Quel est l'homme ou la femme de gauche pour lequel ou laquelle vous seriez prête à revenir en politique sans transition? Je ne vais pas répondre à votre question. Pourquoi? Parce que Oxfam, c'est une organisation qui n'est pas partisane, c'est une organisation qui n'est pas confessionnelle. Vous faites un peu de politique quand même ce matin, on l'entend. Bien sûr, on est une organisation très engagée, on est une organisation qui est engagée pour la justice sociale et la justice climatique. On pense que sans les deux, d'ailleurs le GIEC le dit aussi, on n'y arrivera pas. Et on a des propositions, et on met ces propositions dans le débat. Parce que votre nom circule pour la liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes, vous ne fermez pas la porte. Alors,
il y a deux choses. Un, j'ai jamais dit que j'arrêtais la politique pour toujours. J'ai arrêté la politique avant d'être dégoûtée. Et c'était une très bonne chose à titre personnel. Mais je crois fondamentalement à l'action politique. Mon nom circule avant chaque élection, je crois. Donc, je sais pas pourquoi. Il y a des gens que... Voilà. Mais aujourd'hui, mon engagement, et je vous le dis, vu la manière dont les choses se passent, la manière dont le débat se tend, le rôle d'Oxfam, qui est une organisation qui refuse la fatalité, qui dit qu'on peut lutter contre la pauvreté, qu'on peut... Justement, qu'on n'est pas obligé de se dire, bah voilà, on va se battre pour l'eau. Je trouve ça important, et je trouve ça important aussi d'avoir cette voix qui ne soit pas une voix dans le débat partisan. Et je suis très heureuse de ce combat-là et des choses qu'on a fait avancer. Mais on l'entend. Et j'ai l'intention qu'on continue. Et vous savez, si vous me laissez 2 secondes, l'affaire du siècle, nous avons fait condamner l'État pour inaction climatique. L'objectif, c'est que l'État agisse. Et nous donnons rendez-vous demain. Et nous allons continuer pour essayer justement que le gouvernement ne puisse pas dire on ferme la porte. Terminé, il n'y a pas de débat sur le climat. Merci Cécile Duflot, engagement et politique vont de pair. Merci à vous et bonne journée.